Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte, et aujourd'hui on va parler de la guerre. Pour en parler, j'ai invité le général Thibault. Comment ça va, Thibault? Ça va bien et toi? Ça se passe bien. On a une liste d'œuvres, pas uniquement la guerre pure comme on la connaît. On parlera aussi de guerre de succession, de guerre d'un point de vue commercial, de guerre de l'ego, même une sorte de guerre de religion, avec une partie sur la guerre domestique qui peut arriver avec l'arrivée de la science-fiction. Quelques nouvelles séries vont être mentionnées dans cet épisode, donc il faudra écouter très attentivement. Et pour commencer, alors, on a 1917 de Sam Mendes. C'est un truc dont tu voulais parler, Tim. Oui, tout à fait. Donc, le film est sorti en 2019, donc ça reste en tout cas pas très ancien. Donc, Sam Mendes qu'on connaît bien, et notamment pour Skyfall, qui est vu comme un des meilleurs James Bond. Mais donc, il a fait encore beaucoup d'autres choses aussi avant ça. Et donc ici, c'est un film qui est sorti après, donc en 2019. 1917, on se doute bien de quand ça se passe. Donc, on est vraiment en plein dans la Première Guerre mondiale et même en plein dans les tranchées. Alors, on n'est pas du tout à la fin de la guerre à ce moment-là. La guerre passe en plein, si je peux dire. Et alors, l'histoire, en fait, ça raconte deux caporaux qui doivent traverser les lignes ennemies pour aller prévenir un autre front qu'ils sont en train de se faire piéger par les Allemands et qu'ils ne doivent surtout pas attaquer. Parce que le réseau des communications est coupé, donc il n'y a pas d'autre choix. C'est une mission un peu suicide, puisque on leur fait comprendre, mais en tout cas, ils savent très très bien qu'ils risquent de ne pas en revenir, de peut-être même ne pas savoir atteindre cet autre front, mais ils sont quand même incités très fort à le faire parce que l'un des deux, en fait, a un frère qui est précisément sur cet autre front et qui risque de se faire tuer vraiment puisque le front va tomber dans le piège allemand. Ce qui est très très particulier dans ce film, c'est que c'est tourné comme si c'était un seul plan séquence, donc de 2 heures. Alors on peut s'amuser à regarder, tiens, où est-ce qu'il y a pu y avoir des raccords. Il y a une certaine virtuosité technique d'abord qui est vraiment à souligner et qui n'est pas gratuite. Ça qui est vraiment important. C'est pas un parti pris stylistique et regardez, je fais un beau film, regardez comme ce que je sais faire. Ici, ça sert vraiment le propos. Pourquoi ? Parce que ça permet de filmer à hauteur d'homme à tout moment et de découvrir en fait c'est quoi les tranchées, c'est quoi la guerre à ce moment-là. Quelque chose qui finalement est très honnête parce que les guerres de tranchées comme ça, bon, ça existe encore aujourd'hui bien sûr, mais plus exactement de la même manière. En plus maintenant on a des drones, etc. Donc la guerre en fait a beaucoup évolué depuis ce moment-là. Et je pense qu'on a un peu de mal à imaginer ce que c'était que d'être soldat pendant la Première Guerre mondiale. Là, ça permet de voir vraiment, en fait, le No Man's Land, à quoi ça ressemble. Il y a des barbelés partout, il y a des mines potentiellement, des pièges qu'il faut éviter. Et effectivement, il y a pas âme qui vive, il n'y a pas d'animaux, sauf éventuellement des rats. Je mentionne parce qu'il y a justement une scène avec un rat qui manque de faire tuer les deux personnes, les deux caporaux que l'on suit. Et voilà, donc je trouve que le film, du coup, est extrêmement prenant et que ce parti pris de faire apparaître comme un seul plan séquence, finalement on l'oublie presque parce qu'on suit vraiment ces deux soldats et on éprouve vraiment toutes leurs difficultés, à quel point c'est dur en fait, à quel point la guerre est dure pour des soldats comme ça. Alors le film, je pense, n'a pas décroché énormément de récompenses cette année-là aux Oscars, même s'il avait été nommé beaucoup. Moi je voudrais juste mentionner aussi un moment presque suspendu pendant le film. On est plutôt à la fin. On a une chanson qui est chantée a cappella, qui est tirée du folklore américain, qui s'appelle The Wayfaring Stranger, qui est d'une délicatesse absolue, à un moment où il y a une pause en fait dans le film, avant que des hostilités se relancent. Au départ d'ailleurs, cette chanson ne faisait pas partie, pour l'anecdote, de la bande originale qui avait été publiée. On l'a ajoutée par la suite parce que ça avait marqué en fait beaucoup de gens, donc je ne suis pas le seul à trouver aussi cette chanson particulièrement prenante en fait dans le récit et qui offre une pause presque planante en fait. C'est ça qui est assez particulier. Donc voilà, pour moi, 1917, ça reste quand même, Sam Mendes certainement, mais un très très grand film. Et je pense que dans tous les films de guerre, c'est un des sommets en fait qu'on puisse trouver. D'accord. Et l'interprète de la chanson, donc tu dis que c'était une ancienne chanson folk. Oui, c'est ça. Qui l'interprète Donc ici, c'est un certain Jos Slovic. Pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas fait j'avoue, j'ai pas fait de recherche de qui il s'agissait. Moi, ça m'avait marqué simplement. Je vois une affiche de film aussi assez minimaliste. Je ne sais pas si tu l'as vu. Elle écrit 1917.
avec un contraste couleur plutôt sombre, sur le 19 et 17 un peu Mhm. plus lumineuse, avec le jour qui se lève, j'imagine. C'est la Ouais, et le fin. film en fait est concentré sur pendant 2 jours, quoi. Et donc c'est un moyen évidemment où il arrive à accélérer un peu le temps à certains moments. Donc il trouve des astuces en fait le réalisateur trouve des astuces dans son plan séquence. Je répète, techniquement ça reste assez bluffant d'arriver à faire ça, quoi. Ça c'est vrai que c'est aussi assez dingue. Et oui, d'ailleurs, le plan séquence, ce serait un peu le thème de ce podcast aussi. On en parlera un peu Ah. plus tard. Mais c'est vrai que ça reste toujours assez impressionnant. Mais, oui, et surtout qu'ici, on n'est pas dans un film social non plus, tu vois, avec des longs plans. Ici, il faut quand même suivre toute l'action. Enfin, on n'imagine pas un Marvel en plan séquence, par exemple, pour penser à des batailles ou des choses comme ça. Ici, il y a quand même, je veux dire qu'il y a une grosse bataille qui est complètement filmée. On a quand même des moments où des échanges de tirs ou des choses comme ça. Il faut parvenir à s'y tenir aussi. C'est ça qui, je trouve, est pas du tout évident. Je sais pas comment. Évidemment, je suis pas réalisateur de film, mais en termes de storyboard, dans la préparation du film, il faut quand même bien millimétrer les choses, même s'il y a des raccords. Hein, bien sûr, c'est pas possible de filmer 2 heures comme ça. Voilà, ça a dû nécessiter quand même une préparation extrême. Ouais, c'est une chorégraphie, en fait, hein, quand on y Mhm. pense. Et il faut bien faire attention, hein, à ce que même les figurants ou les personnages secondaires tiennent leur rôle avec sérieux après avoir fait la scène 10, 20 fois, au lieu de petites séquences de 20, 30 secondes, comme tu disais avec les Marvel. Ici, on a des actions qui durent évidemment pour certains personnages presque 2 heures. Il faut démarrer son action au bon moment aussi, donc on sait que la caméra arrive et qu'il faut se mettre en marche. Il ne s'agit pas d'être déconcentré. Donc, c'est du vrai cinéma, comme on Ouais, l'aime. du vrai cinéma, exactement. Et puis, continuer sur la guerre, évidemment, le vrai cinéma. Un film qui m'a aussi bien marqué à l'époque, c'est Dunkerque. C'est sorti en 2017. C'est réalisé par Christopher Nolan. Ici, c'est donc mentionné sous la terminologie anglaise, donc Dunkirk. Et c'est un film extrêmement immersif qui a un côté oppressant. Donc, je me souviens d'ailleurs de quelques scènes dont je parlerai dans quelques instants. Et comme toujours avec la guerre, c'est la question de survie est là, elle est omniprésente. Et on va découvrir une narration qui est plutôt fragmentée. On a 3 zones, en fait même presque en 3 dimensions, avec au départ dans la ville de Dunkerque, dans les quelques rues juste avant la plage, avec des soldats qui essayent de sortir d'une embuscade. Ils se retrouvent à batailler contre l'ennemi. Ils parviennent à atteindre la plage. Et l'idée, c'est que d'un point de vue militaire, stratégique, si on regarde la carte, ils sont presque coincés sur cette plage. Donc ils essayent d'évacuer. Leur position a été un petit peu mise à mal. Et donc tout le stress, ça va être de pouvoir quitter cette plage avant que les renforcements allemands n'arrivent et ils ne les mettent sous pression. Donc on va avoir 3 dimensions. Donc il y a d'un côté la Terre avec on va suivre l'action en suivant différents points de vue, notamment un jeune soldat qui voit ses partenaires au début de l'action tomber, qui doit arriver jusqu'à la plage vide, donc s'enfuir et fuir en fait le front. La deuxième dimension, c'est vraiment du point de vue de la mer, donc on a en fait un équipage qui arrive avec extraire ces soldats pour les aider. Et le troisième, qui est sûrement le point de vue le plus oppressant du film, c'est dans les airs, parce qu'on va suivre un pilote de la Royal Air Force qui va être engagé dans des combats aériens contre l'ennemi et qui est son but c'est de protéger l'évacuation, donc il va devoir essayer de contrer ses ennemis, les détruire ou les rendre, de s'en débarrasser si possible, avec une bande son qui est là pour en fait, donc il n'y a aucun dialogue, on va être oppressé par une musique de Hans Zimmer qui donne un tempo aussi à la scène parce qu'on a le bruit du moteur, on entend une sorte de battement qui est un battement de l'horloge. On imagine aussi les battements de cœur derrière du pilote. Je me souviens avoir vu cette partie de film et d'avoir coupé ma respiration. Donc on est vraiment pris par l'action, par cette musique de plus en plus intense. On nous fait aussi suggérer parfois qu'on a un petit peu le bruit d'un avion qui se crache et qui commence à tomber en vrille. Donc il y a aussi ce bruit qui est un peu rajouté. On nous suggère ce qui pourrait arriver. C'est l'impression que j'avais aussi. Et donc tout ça, ça crée une super expérience au cinéma. On a ce partage d'émotions. Et c'est un film qui marque surtout pour la partie aérienne, je dirais. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que tout ça, bon, c'est romancé, évidemment, mais ce sont des faits réels au départ. Hein, donc, il y a vraiment eu une évacuation qui s'est faite de cette façon-là. Je le mentionne aussi parce que j'ai oublié de le dire au propos du film de Sam Mendes, que c'est basé en fait sur l'anecdote que Sam Mendes, son grand-père en fait lui avait raconté. Et donc ici, souvent j'ai l'impression en fait quand il y a des films de guerre comme ça, en tout cas sur les 2 guerres, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, c'est basé sur des faits réels. On parlera par exemple du film Joyeux Noël, où il y avait eu pendant
une trêve de Noël pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui s'était aussi vu sur le front à plusieurs endroits lors du Noël de 1914. Avec des parties de football, notamment. Oui, 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 oui. Ça, c'était juste pour l'anecdote. Mais donc, ce débarquement-là de Dunkerque, en fait, c'est vraiment passé, quoi. C'est pas des anecdotes, finalement, quand on parle de la guerre, quand on évoque la guerre, quand on l'évoque à l'école, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Et je trouve ça intéressant que le cinéma mette comme ça en lumière des faits. Mais parfois, c'est un événement important, en fait, de la guerre, même si on en parle quand on relate de manière générale la guerre, je pense, hein. Ouais. La question, est-ce que ça a été une bataille déterminante? Peut-être pas forcément. La bataille ou l'évacuation de Dunkerque. C'est peut-être pour ça que c'est laissé sous silence et Mhm. qu'on parle d'autres Oui, bien batailles sûr, plus clés, oui, quoi. bien sûr, il y a toujours des choix à faire, hein, de toute façon, mais ça ne reste pas moins que c'est une bataille intéressante, quoi. Ah oui, il y a un côté extrêmement tragique et ça passe bien au cinéma aussi. Mhm. Donc, Tout à fait, tout à c'est fait. vrai. Et toi, Thibaut, tu as des souvenirs de Dunkerque au-delà de ça? Je dois avouer que je l'ai vu il y a assez longtemps. Alors, de toute façon, je suis fan de Christopher Nolan, et donc ce film-là voilà, m'a plu comme les autres, on va dire, même si je dirais, alors, c'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation. Il y a peut-être moins d'originalité dans le scénario que ce à quoi on est habitué. Bon, parfois il en fait trop, à moi aussi, hein, donc c'est pas une critique, mais je dirais que c'est pour les gens qui éventuellement n'aimeraient pas Nolan, si ça existe, c'est de ce fait-là peut-être un film plus accessible, parce qu'il ne part pas dans certains délires non plus. On est vraiment dans du film de guerre, quoi. Oui, et sans science-fiction aussi. D'accord. Mais alors, pour continuer sur la guerre, évidemment. On va rester dans la guerre en Europe, mais on va se déplacer un peu ici, un petit peu plus vers l'Est. Ici, le roman dont il est question s'appelle Un monde de ciel et de terre. Et l'auteur s'appelle Alexander Emon. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, en fait, il est américain. Moi, j'ai découvert ce livre parce qu'il a obtenu le Grand Prix littérature américaine en 2023. Donc, c'est un prix qui est décerné en France. Et moi, comme tu sais, et comme peut-être nos auditeurs savent aussi, je suis un grand fan de littérature américaine contemporaine. Donc, dès qu'il y a un grand prix comme ça, je me jette dessus. Et alors ici, en fait, l'histoire commence vraiment en juin 1914, au moment de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Et vraiment, on est à Sarajevo, donc dans les rues où l'attentat a lieu, en fait. Et alors, en fait, le personnage qui assiste à ça s'appelle Rafael Pinto. Il est apothicaire et voilà, il se retrouve pris en fait dans la guerre parce que malgré lui, il se retrouve enrôlé dans l'armée prussienne. Il se retrouve après à aller devoir combattre en Ukraine, voilà, dans une guerre de tranchées, hein, pour revenir un peu à ce qu'on disait. Et c'est là-bas qu'il va faire la rencontre d'Osman, qui lui est musulman, alors que Pinto est juif. Et ils vont s'aimer parce que Pinto est homosexuel. Et là va commencer une sorte de périple parce qu'ils vont faire face vraiment aux horreurs absolues de la guerre qui sont décrites dans le roman. Tout faire évidemment pour essayer de se maintenir en vie et finalement de rentrer chez eux. Mais tout s'oppose finalement à un retour. Ils se retrouvent d'abord dans en fait une prison russe du côté de Tashkent. Et puis après, donc, ils vont réussir à s'enfuir et ils feront la connaissance en fait ils sont hébergés par une famille. Et dans cette famille, il y a une femme qui est enceinte et qui doit accoucher et qui meurt. Et donc ils se retrouvent avec une petite fille qu'ils vont prendre avec eux et de nouveau s'enfuir. Donc les horreurs n'en finissent jamais. Et à côté de ça, Pinto se drogue aussi pas mal et donc finira opiumane en Chine. Tu l'as compris, hein, on n'est pas dans quelque chose de très joyeux, loin de là. Et donc, je pense un peu la démarche aussi de l'auteur, un peu comme dans 1917, c'est de montrer toutes les horreurs de la guerre à hauteur d'homme et pas de manière générale. Maintenant, moi, je dois avouer que ce livre m'est complètement tombé des mains. Je n'ai pas réussi à entrer dedans à aucun moment. Il y a plusieurs choses déjà qui m'ont dérangé. La première, la plus importante peut-être, c'est qu'il y a de nombreux passages du bosnien, de l'hébreu ou de l'allemand et qui sont jamais traduits. C'est une volonté de l'auteur, donc c'était pas traduit dans la version originale, pas si on dit version originale pour un roman, mais donc la version Ouais. anglaise. Et forcément, l'éditeur français a respecté la volonté de l'auteur, assez logique. Et je trouve qu'on perd beaucoup par ce fait-là. C'est raconté de manière un peu décousue aussi, parce que comme le personnage principal se drogue et c'est lui forcément, il n'est pas toujours très très lucide. Et on est comme ça un peu brinque-ballé, je veux dire, d'un endroit à l'autre, sans toujours bien saisir le tout. Et moi, ce côté décousu m'a vraiment perdu, en fait. Donc moi, voilà, c'est un peu dommage, hein, parce que je comprends un peu la démarche de l'auteur, mais à aucun moment, je ne suis parvenu à rentrer dedans.
Voilà. Donc je dis rarement du mal des, des œuvres que j'évoque ici, mais je trouvais intéressant d'évoquer ceci parce qu'en plus il a obtenu un prix et je pense que le roman s'est quand même fait remarquer aussi. Et néanmoins, voilà, j'ai de très grandes réserves, quoi. D'accord. On dirait que le livre n'a pas été écrit en pensant au lecteur au final. Oui, je peux pas trop le reprocher parce qu'il ne faut pas non plus se dire, enfin, faut pas faire que faire plaisir au lecteur, hein, ça c'est important. Maintenant, oui, parce que ouais, les passages non traduits ou alors si tu veux, si tu veux laisser le passage comme ça en tête, alors je pense on peut sortir peut-être avec des notes de bas de page et une traduction en notes de bas de page. Ouais. À partir du moment où les passages sont aussi nombreux, si c'est juste une fois ou deux, ben, ce n'est pas très très grave, il y a des choses qui nous échappent. Là, c'est un peu trop, quoi. Et je trouve ça alourdit du coup le texte aussi, de ne pas tout comprendre. Ouais, moi, je trouve ça frustrant et peut-être même presque un manque de respect. Parce qu'on paye quand même pour un livre qui, au final, est mal édité, étant donné qu'on comprend, ici on parle de peut-être 1% du livre, 1 ou 2%, mais c'est la même chose que de laisser des fautes d'orthographe pour moi. Oui, alors, je lisais, du coup, j'ai essayé de voir, est-ce que je suis le seul à avoir pensé ça? Mais non, en fait, c'est quelque chose que j'ai vu des lecteurs avaient aussi pointé comme, selon eux, un frein à la lecture assez important. Ouais. Et ben, tu sais, d'ailleurs, j'ai un livre qui me donne un peu la même impression. J'ai un petit livre de Witold Gombrowicz, qui est un auteur et philosophe polonais, qui a partagé des notes de cours de philosophie. Donc, c'est assez intéressant. On lit un peu sa réflexion. Et puis, on arrive à un moment où, entre parenthèses, il a écrit note incomplète ou fin de la phrase, alors qu'on est au milieu de la phrase. Et tout ça a été condensé dans un livre et ça arrive au moins 20 fois sur un tout petit livre de 100 pages. Donc, c'est assez frustrant. Et si tu lis aussi les commentaires en ligne, quelqu'un commence à expliquer, à donner son avis, et puis va, comme blague, rajouter la phrase incomplète et s'arrêter là, quoi. Je sais pas, parfois, il y a des parties qui auraient pu être soit éditées ou soit... ça donne un côté un peu trop brut. Tu vois, donc, on te demande quand même 10 € pour ça. Bon, moi, ça me gêne. Je suis peut-être un vieux con. Et dernier point aussi, c'est que moi, l'histoire d'amour là entre le juif et le musulman, je trouvais ça aussi un peu artificiel, quoi. Comme par hasard, on a ça qui vient, ça tombait à plat. Je pense que c'était pas nécessaire. Il aurait pu simplement en faire un compagnon de route, tu vois, comme les deux soldats dont on parle. Décidément, je n'arrête pas de parler de 1917 Ouais. pour dire que le film a marqué. Mais on peut simplement faire deux compagnons de route sans pour autant créer ça, parce que, enfin bon, voilà, c'était pas nécessaire. D'accord. Mais dans ton cas, on s'arrêtait plus ou moins à Shanghai où il y avait un arrêt pas loin. Oui. Et alors, pour la prochaine œuvre, je voulais parler de Shogun. Ça, c'est une mini-série qui est sortie en 2024. Elle est disponible notamment sur Disney+ et sûrement d'autres plateformes. C'est une série créée par Rachel Kondo et Justin Marks. Et là, en fait, on va suivre, on est aux alentours de l'an 1600 au Japon féodal et on est plus ou moins un an après le décès du maître incontesté du Japon de l'époque, le Taiko, qui décède et qui laisse derrière lui un pays qui est un petit peu en suspens. Mais il a eu fort heureusement la bonne idée de prendre ses précautions et de créer un conseil de régents qui doit gouverner jusqu'à ce que son jeune fils soit en âge de lui succéder. Maintenant que ce leader a disparu, on va voir des tensions entre les 5 régents, avec notamment 2 qui sont un petit peu plus puissants que les autres. Il y a l'importance de la religion avec des régents dont on apprend qui se sont convertis au catholicisme, qui était fort important à l'époque, avec une importante présence portugaise, avec l'Église qui avait aussi la main mise sur une bonne partie du commerce qui avait lieu entre le Japon, les îles avoisinantes et le reste de l'Europe. Et on va suivre en fait cette série de plusieurs points de vue. Donc on a 5 régents qui sont donc les têtes ou les leaders de différents clans de différentes villes. La plupart de l'action se passe à Osaka et on va avoir aussi les numéro 2 ou numéro 3 sous chacun de ces régents qui ont leurs propres ambitions, leurs propres priorités qui parfois ne sont pas entièrement honnêtes avec leur leader local qui tentent peut-être de grimper l'échelle sociale ou l'échelle de pouvoir un peu plus rapidement. Et dans tout ça, on voit un Européen, ou même plusieurs Européens, qui arrivent un peu par hasard, un équipage d'étrangers où l'on trouve un certain John Blackthorne, qui est un Anglais protestant, va s'échouer aux abords du Japon, va être capturé avec ses hommes, et son arrivée va avoir une grosse influence sur les événements, parce que le régent Toranaga, qui va le capturer, va l'utiliser pour
essayer de semer la discorde parmi les 4 autres régents et tenter de sauver sa tête d'un côté parce qu'il est mal vu par les autres régents, en même temps de pouvoir essayer de gagner un certain pouvoir et peut-être même de viser le poste de shogun, c'est-à-dire de leader suprême. Ça va être intéressant cette série parce qu'on va jouer aussi avec tout ce qui est là. Tu parlais de traduction juste avant. On a donc une présence portugaise qui est là depuis quelques années, peut-être même une bonne vingtaine d'années, avec des Japonais qui ont appris le portugais. On a des courtisanes dans la cour de différents nobles qui savent parler portugais. Parfois, les prêtres portugais parlent eux-mêmes le japonais aussi, mais les leaders, eux, ne parlent que japonais. Donc, il y a toujours le côté perdu dans la traduction qui va arriver lors des échanges avec des choses qui sont soit filtrées, soit une relation assez spéciale qui se forme entre une courtisane et le pilote anglais, qui elle-même parle le portugais et est convertie au catholicisme. Donc, il y a des niveaux de tension à plusieurs niveaux, les tensions de la langue, les tensions religieuses, et les intérêts et les ambitions qu'ont ces différentes personnes. La série prend place sur plus ou moins 10 épisodes. J'ai trouvé ça de manière générale assez bien fait, avec peut-être un seul point négatif, ce serait l'usage de la langue, comme tu disais. Donc on a en fait tout ce qui devrait se faire en japonais, La discussion prenne lieu de cette manière-là. Donc les acteurs sont japonais et tout est bien réalisé. Par contre, là où ça pêche peut-être un petit peu, c'est on nous vend ça comme des discussions en portugais. Malheureusement, on utilise des acteurs anglais qui vont discuter en anglais, mais qui nous font croire que la discussion se passe vraiment en portugais. Si tu suis un peu ce que je veux dire. Donc on va avoir donc cette courtisaine japonaise qui connaît le portugais, mais qui va en fait nous parler, on va l'entendre parler anglais tout le temps, qui va parler avec ses pilotes anglais en anglais, mais l'idée c'est de nous faire croire que c'est en fait du portugais. Donc ça on aurait pu, pour aller vraiment pousser les choses jusqu'au bout, utiliser des acteurs portugais, ce qui est plus compliqué parce qu'il aurait fallu donc que les Japonais parlent aussi le portugais en même temps pour que ça donne un côté plus réel et concret à la série. Donc ça c'est peut-être un des points négatifs si on veut vraiment être minutieux. Et alors peut-être l'acteur principal, l'acteur anglais, parfois semble un peu stoïque ou manque un petit peu d'émotion. Il a un rôle presque principal dans la série, donc c'est peut-être dommage de ce point de vue-là. On peut peut-être comprendre ça aussi comme le fait d'être choqué de découvrir une culture si différente, parce qu'on va vraiment voir la culture japonaise d'un point de vue très brut et encore qui n'a pas été trop en contact avec l'Occident, donc qui reste assez pur de ce point de vue-là. On découvre une culture très posée avec le respect et l'honneur qui priment. Le fait par exemple de dire une phrase de travers ou de faire un acte maladroit va mener l'auteur à se sentir obligé de commettre le seppuku, si je me souviens bien. Donc c'est une sorte de harakiri. Donc tout le monde a sa dague sur lui. On s'excuse, on fait face au leader, on sort la dague, on s'ouvre les entrailles et juste avant, on demande à quelqu'un de le seconder et de lui couper la tête juste après. Donc c'est tout un rite, ça reste très formel, c'est sans pleurs, sans cris, comme on pourrait l'imaginer si on devait voir des films à l'époque médiévale. Ici en Europe, c'est très posé avec respect et honneur. Donc on choisit soi-même sa mort et on se donne la mort avec honneur jusqu'au bout, en demandant d'avoir un second pour aider à se finir. À côté de ça, il y a la place de la poésie. Donc, on va voir parmi la cour cet amour de la poésie de citer quelques vers parfois, de citer un vers qui fait ou des termes à double sens. Un côté peut-être assez drôle de notre point de vue, c'est une cérémonie de thé qui est très délicate et posée. On va voir par exemple un mari préparer du thé pour sa femme, ils sont tous les deux à genoux, et sur le fait d'avoir bien performé cette cérémonie, donc ça a un côté, ça fait sourire sur le moment, on n'est pas habitué à voir ce genre de choses-là. Peut-être le dernier point qui est assez intéressant, c'est toute l'idée de la présence d'assassins, qu'ils soient féminins ou masculins, et qui sont placés dans les différentes cours des régions, qui sont uniquement là au cas où, qui peuvent peut-être passer toute leur vie à attendre avant qu'entre guillemets on ne les active. Donc on leur demande de passer à l'acte et de
de commettre un assassinat. Donc, c'est brièvement mentionné, mais ça reste intéressant de voir l'idée d'avoir entraîné quelqu'un pendant des années, de l'avoir placé, même s'il ne s'agit que d'une courtisane, peut-être d'une femme de ménage, de quelqu'un d'un aide ou l'autre, d'un jardinier, qui va passer à l'acte au moment choisi, après peut-être des dizaines ou des vingtaines d'années de services loyaux au sein d'une cour. Donc ça se termine après 10 épisodes, mais il semblerait que la série a été confirmée pour une deuxième, peut-être même une troisième saison. À voir. Est-ce que dans ce monde où justement il y a grand respect de l'autre, etc., est-ce qu'on a des scènes de bataille quand même? Oui, mais moins. Je m'attendais à avoir peut-être un peu plus de batailles. Il y a plusieurs scènes où la plupart des nobles ou les familles de nobles ont des membres de leur famille qui sont gardés prisonniers dans le château d'Osaka. Il y a une scène où on décide de se révolter, de quitter ce château, donc il va y avoir quelques batailles, enfin une bagarre en gros, avec des sabres, des katanas, mais pas tant que ça, c'est surtout suggéré, mais je crois qu'on a fait... C'est assez rare. En fait, on sent que les armées se préparent, mais la lutte était, comment dire, les stratagèmes avaient déjà été mis en place pour éviter un bain de sang et essayer de gagner de manière plus sournoise peut-être, avec des attaques ou des assassinats bien placés, en semant les dissensions aussi entre les membres des familles ou des régions, ou via les alliances. La présence des tremblements de terre est aussi assez importante, donc on le verra quelques fois. Mais ça reste une belle découverte, une bonne série, des acteurs que je ne connaissais pas du tout, avec des performances qui ont l'air assez sévères et sérieuses. C'est un petit peu l'idée et l'approche japonaise, surtout à l'époque, qui voit le pilote anglais comme étant un barbare. Donc c'est aussi drôle de voir cette approche-là. On voit la manière de se moquer de ses habitudes. Lui, ce n'est qu'un matelot, enfin un pilote de navire, mais qui a des manières un peu différentes et moins posées que les Japonais, des différentes cours. Une belle découverte. Oui, encore une fois, c'est une culture qu'on ne connaît pas du tout, des épisodes historiques qu'on ne connaît pas du tout ici en Occident, hein, finalement. Donc, par contre, ça a été basé sur un roman. Donc, je pense qu'il y a eu un film qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. Je ne connais pas la véracité des faits. Non, mais le contexte, en tout cas, est réel, non? Je ne sais pas à quel Ah, tu sais point pas. il est réel. Ok. Je ne connais pas assez bien sûr. J'imagine qu'il doit y avoir certains faits réels, mais à quel point est-ce que ça a été romancé? Donc ça, c'est difficile à dire. Mais ça vaut le coup de faire une recherche. Ok, très bien, très bien. Je vais parler d'un livre jeunesse, hein. Je pense que ça m'est déjà arrivé, mais de quelque chose plutôt d'assez rare, qui s'appelle Valérie Zenati. Alors peut-être un peu d'abord pour introduire, donc Valérie Zenati, qui est une écrivaine française, qui est née à Nice, mais qui a vécu plusieurs années en Israël. Bon, ça a beaucoup marqué en fait son œuvre, comme on va le voir. Alors, donc, elle est écrivaine. En fait, elle a commencé à écrire pour la jeunesse. Donc, au départ, elle écrivait que essentiellement pour un public adolescent et publié à l'école des loisirs. Je le mentionne parce que je trouve que l'école des loisirs fait vraiment un très, 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 très beau travail. Il y a beaucoup de livres pour la jeunesse, en tout cas, qui sont vraiment très, très bons. Et voilà, donc ça, je trouve que c'est une très bonne maison d'édition pour la jeunesse. Et alors, elle donc, écrit d'abord pour la jeunesse, puis elle a aussi écrit pour les adultes. C'est aussi la traductrice de l'écrivain Aaron Appelfeld, écrivain israélien qui est mort aujourd'hui. Elle a été professeure d'hébreu, elle est scénariste aussi aujourd'hui, donc voilà, elle a beaucoup de casquettes. Et alors, elle s'était fait remarquer, en fait, avec un livre jeunesse qui s'appelait Quand j'étais soldate, sorti, je pense, au début des années 2000, et où elle racontait en fait ses années de service militaire, parce qu'en Israël, tout citoyen est tenu d'effectuer son service militaire de 2 ans, femmes y compris. Ça, c'est vraiment une particularité. Alors, donc ici, en fait, il va être dans le livre, je vais parler ici, qui s'appelle Une bouteille dans la mer de Gaza. Il est question, évidemment, du conflit israélo-palestinien. Alors, le livre est sorti en 2005 et très honnêtement, donc il a 20 ans et très honnêtement, ça fait une éternité quand on voit aujourd'hui là en fait la manière dont les positions se sont hérissées de chaque côté et où le dialogue semble aujourd'hui totalement impossible et de la guerre à Gaza. Mais là, on est en 2005, le roman est sorti en 2005 et il prend pour départ, vraiment le tout début, c'est un attentat qui s'est vraiment déroulé à Jérusalem le 9 septembre 2003. C'était un attentat suicide dans un café. Et dans cet attentat, en fait, sont morts fille qui devait se marier le lendemain. Et donc voilà, qui trouve la mort avec son père. Pour la jeune Tal, israélienne, c'est quelque chose de tout à fait insupportable. Elle
se dit qu'elle ne peut pas en rester là, et donc elle écrit. Elle confie finalement une lettre à son frère, qui fait son service militaire à Gaza, en lui disant de remettre un peu, de laisser cette bouteille. Et elle va nouer comme ça une correspondance avec un jeune homme de Gaza, et où ils vont en fait essayer de comprendre, chacun de comprendre l'un l'autre, non sans mal, hein, parce que enfin, en tout cas du point de vue du jeune de Gaza, Tal ne peut pas comprendre ce qu'il vit, et voilà. Donc on est évidemment on est dans de la littérature jeunesse, hein, donc peut-être que pour les adultes évidemment ça peut sembler trop naïf, mais la volonté ici, voilà, c'est de montrer en fait le dialogue entre les deux parties, surtout aussi puisque oui, c'est un livre pour des adolescents, d'y apporter un certain optimisme en tout cas, de montrer que en fait quand on se parle on peut se comprendre. Et c'est ça tout l'enjeu, je pense, du roman, que ce que l'autrice Valérie Nati a voulu montrer. Bon, aujourd'hui, comme je disais, tout ça semble vraiment du rêve, hein, parce que voilà, les sociétés, chacune des sociétés, les deux sociétés se sont finalement radicalisées, et tout ça semble bien loin. Même si à l'époque, donc, quand la fin du roman se termine sur une possibilité de paix en tout cas, et que chacun puisse se rencontrer, parce qu'évidemment ils ne peuvent pas se voir l'un et l'autre. Mais voilà. Donc je trouve que pour des adolescents, c'est vraiment un très bon livre. Alors en préparant le podcast, j'ai aussi vu qu'apparemment il y a une adaptation en film dont je n'ai jamais entendu parler, je dois le reconnaître, mais donc il y a un film qui est sorti, je pense c'est en 2012. Voilà, donc pour information. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est normal. Moi j'ai lu ça évidemment à sa sortie, donc en 2005. Donc j'avais 14 ans, donc je faisais partie vraiment du public. Notre âge, évidemment, on ne lirait plus ce genre de choses. Mais je le mentionne quand même parce que pour des ados, et comme je le disais au tout début, c'est publié à l'École des loisirs. L'École des loisirs fait vraiment de très très bons bouquins pour les ados, et dit vraiment de très jolies choses. Et Valérie Zenati, je pense, fait partie des très bonnes autrices à conseiller à des ados. D'accord. Alors pour rester sur un terme de conflit, je voulais parler de There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. C'est un film où on trouve Daniel Day-Lewis, et d'ailleurs beaucoup le cite comme étant de ses meilleures performances. Je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de films avec Daniel Day-Lewis, mais je trouvais celle-ci aussi assez intense. Alors pour un peu remettre dans le contexte, c'est la période de la ruée vers l'or noir, avec Daniel Day-Lewis qui joue un certain Daniel Plainview. C'est un prospecteur de pétrole, si on peut dire, qui est sans scrupule, donc ça on va comprendre dès le départ. Il a une certaine connaissance, donc il flaire évidemment qu'il s'agit d'un nouvel Eldorado, qu'il peut se faire beaucoup d'argent. C'est une période où les gens n'ont pas vraiment une très bonne connaissance de l'importance du pétrole, ou ne sont pas toujours au courant de l'existence de pétrole et de la répartition. Donc c'est parfois un petit peu un jeu de recherche et de chance pour trouver un puits de pétrole. Ils ne connaissent pas vraiment non plus l'étendue possible de ces réserves de pétrole sous les terres. Donc lui, il est sans scrupule, et il va un peu bourlinguer à travers différents comtés aux États-Unis. C'est surtout en Californie. On est au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Et il va, pour se faire adopter notamment un jeune enfant, qu'il va présenter à tout le monde comme étant son fils. Et l'idée, c'est d'essayer de renforcer cette idée de business familial, d'entreprise familiale, avec son fils qui parvient à attendrir les familles. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est faire parfois du porte-à-porte, essayer de demander s'il peut un petit peu analyser, rechercher les terres. Il se prétend parfois, il ne se présente pas comme étant un prospecteur de pétrole, il est simplement intéressé par l'achat de certaines terres, après avoir fait des recherches parfois de manière illégale sur ces mêmes terres. Et il va essayer de les racheter pour une bouchée de pain, racheter soit les droits, soit l'entièreté des domaines. Et donc, on va suivre ce futur mania du pétrole, de ses débuts un petit peu difficiles, à la première perforation peut-être même de cette poche de pétrole, à la récupération des premiers barils, à la vente, et puis à l'expansion en fait de son empire. Donc l'appétit vient en mangeant, on va vraiment le voir. Donc il ne sera pas content d'en avoir un ou deux, il va vouloir s'étendre de plus en plus. Il va commencer à faire des deals avec d'autres riches propriétaires, que ce soit au niveau des chemins de fer locaux pour le transport, etc. On va en fait aussi voir un nouveau type de conflit. Ça va être une confrontation avec son ennemi principal dans ces films, un certain Ailey Sunday, qui lui-même a un certain ego, a des ambitions assez folles. C'est un jeune prédicateur évangéliste
Et la force de ce caractère, de ce personnage, c'est de pouvoir montrer plusieurs facettes. Donc, au tout début, on voit qu'il a une certaine intelligence dans le regard, mais il est aussi assez naïf. Donc, il a ce côté peut-être, il va faire confiance à tout le monde, mais essayer quand même d'obtenir quelque chose en retour. Donc, quand Daniel Plainview va tenter d'accaparer certaines terres dans ce petit comté, il va essayer d'aussi pouvoir en bénéficier. Il va demander notamment qu'une paroisse soit construite pour sa communauté. Il va avoir un niveau de tension avec plusieurs scènes assez cultes entre le fameux pasteur, le prédicateur et le prospecteur de pétrole. Il va le forcer à se convertir en public devant tout le monde, alors que Daniel Day-Lewis lui-même n'en a aucune envie. Ils sont que c'est nécessaire pour pouvoir obtenir un deal, pour pouvoir obtenir le soutien du public sur l'achat d'une nouvelle partie de terre. Donc on voit qu'il est prêt à vendre son âme, dans ce cas-ci, pas au diable, mais même à Dieu, pour pouvoir obtenir des terres supplémentaires. Donc on a une sorte de rapport de force qui, par moments, est plutôt en faveur du jeune prédicateur évangéliste, par moments se renverse et plutôt du côté du prospecteur de pétrole, avec Daniel Plainview qui s'isole de plus en plus, qui voit certains accidents prendre place sur les différents champs de pétrole. Son fils lui-même qui est impacté, donc son fils adopté lui-même qui est impacté. Et je trouvais un Daniel Day-Lewis qui donnait toute son âme pour ce rôle, une intensité assez incroyable. Ce qui aide évidemment, c'est le fait que ça a été filmé en noir et blanc pour l'entièreté du film. Une photographie somptueuse aussi. Et oui, je trouve une histoire qui peint vraiment un portrait assez fort sur le capitalisme à l'extrême de l'époque, l'avidité humaine et l'importance que certains égos peuvent avoir aussi sur les actions et sur les tensions entre différents caractères et personnages. Oui, c'est un film que j'ai très envie de voir, hein, que j'ai manqué déjà plusieurs fois, mais assez dur quand même, non? Assez dur, je dirais que tu ne verras pas de mort à l'écran. Donc déjà de ce point de vue-là, je pense qu'il y a peut-être un accident ou l'autre, mais c'est assez intense d'un point de vue émotionnel, peut-être au point de vue d'une certaine haine que les différents protagonistes peuvent avoir. Mais de voir cette avidité et le fait de ne jamais avoir assez. Donc il pourrait, par exemple, prendre sa retraite, être content d'avoir 3-4 puits de pétrole. Il en veut toujours plus. Ça ne le dérange pas de mentir et d'arnaquer de pauvres propriétaires terriens qui vivent au milieu de nulle part. Donc, on imagine vraiment parfois un cabanon au milieu d'un désert. Il y a 2-3 cactus, il y a un arbre ou l'autre. Je ne sais pas s'ils s'ils ont un petit ranch avec des vaches ou des chevaux, mais c'est l'idée de leur mentir, essayer de leur extorquer ces possessions parce qu'ils se rendent compte de l'étendue du puits de pétrole, enfin de l'étendue de la nappe de pétrole qui se trouve sous ces terres. Donc c'est presque malaisant. Je sais que c'est un terme qui revient en fait maintenant. Hein. C'est malaisant de voir ce genre de choses et de voir cette avidité. Ça apporte une certaine intensité aussi avec ça. Et de l'autre côté, l'avidité de ce prédicateur évangéliste, on s'attendrait peut-être à voir comme étant naïf, enfant de cœur. Il y a plusieurs facettes aussi, qui a un côté très diabolique, presque pervers même, mais d'un autre côté qui s'en remet à Dieu à chaque fois. C'est joué par Paul Dano, qui aussi tire vraiment bien son épingle du jeu. Donc c'est tiré par ces deux acteurs qui portent le film à eux seuls. C'est une superbe performance. Ok, donc à voir absolument, quoi. Je dirais que oui. Et c'est souvent listé comme étant un des meilleurs films des dernières années, peut-être top 50, top 100 des meilleurs films. Superbe interprétation aussi. Ouais, de Paul Thomas Anderson, j'ai vu les films suivants, Phantom Thread et Oui. Licorice Pizza. Donc c'est pour ça que je sais que ça fait partie des films que je dois voir aussi absolument. Je n'ai pas vu Licorice, mais je me souviens de Phantom Thread qui a été aussi un beau succès. Bien réalisé aussi. Hein. Ouais, Daniel Day-Lewis de nouveau épatant, quoi. D'ailleurs, j'ai lu à son sujet, après, il aime travailler par cycle, je ne sais pas si tu le connais. Et il avait dit qu'il ne voulait plus tourner parce qu'il se donnait trop, enfin en tout cas ça demandait trop d'implication pour lui, qu'après ça en fait il est complètement vidé en fait quand il sort d'un film. Oui, c'est ça, oui. Mais j'ai lu donc il travaille par cycle, donc il se lance dans 1 ou 2 films, et puis il s'arrête pendant 3-4 ans, peut-être même 5 ans avant de revenir. Et il est possible qu'il revienne à l'écran parce que son fils, si je ne me trompe pas, a prévu de tourner son premier film et il tournerait donc avec lui. Donc
Bon, à chaque fois qu'il tourne, cela dit, il remporte un bal dans tous les prix, dans toutes les cérémonies ou festivals ou que sais-je, quoi. Ça montre aussi que c'est quand même pas n'importe qui comme acteur, quoi. Non, non. Et je pense d'ailleurs que lors d'une de ses pauses les plus récentes, il a déménagé en Europe et il a été travailler comme, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, tailleur de pierre. Ou il a voulu se déconnecter. Il a été travailler dans un petit atelier pour apprendre un certain travail ou une profession. Donc, faire totalement autre chose, quoi. Faudra que je vérifie, mais ça reste intéressant comme approche. Tout à fait. Alors le film suivant est un film belge qui est sorti en 2017, qui s'appelle Une famille syrienne, et le réalisateur s'appelle Philippe Van Leeuw. Alors il avait décroché la Timbale aussi au Magritte en 2018, puisqu'il avait notamment eu meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur. Et là on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, intimiste, et finalement d'assez court aussi. Le film fait moins d'1 heure et demie. Et là, on se retrouve en fait dans un huis clos où on est en Syrie, c'est la guerre. Une famille vit comme ça dans un appartement. Et voilà, la famille a recueilli aussi un couple de voisins. Et donc, ils essayent tant bien que mal de vivre au milieu de la guerre. Jusqu'au jour où, en fait, un des protagonistes sort, en fait, et se fait abattre dans la rue. Et là commence, en fait, vraiment un moment de grande tension où il se barricade dans l'appartement alors qu'il y a des bombardements ou en tout cas que la guerre est vraiment juste derrière la porte et on essaie de voir comment s'en sortir en fait, hein, comment vivre là-dedans. Donc quelque chose finalement assez simple. Là où je trouve le réalisateur réussit vraiment son pari, c'est qu'il arrive à créer de la tension et à ne pas, on ne s'embête pas pendant le film parce que c'est toujours le problème en fait des huis clos où forcément les possibilités d'action sont limitées. Ben ici, voilà, on reste vraiment pris dans le film jusqu'à la fin. On n'est pas dans du théâtre filmé, quoi. Voilà, la volonté aussi du réalisateur, c'est de ne pas nommer les choses, qui en fait sans doute aussi quelque chose d'universel, parce que on ne sait pas finalement qui sont les assaillants. Donc certes, on est en Syrie, mais on ne sait à la limite une scène qui pourrait se dérouler dans un contexte de guerre, tout à fait dans d'autres endroits. Je trouve que cette portée universelle, comme ça, de choisir de ne pas s'apesantir sur les circonstances, sur les raisons de ceux qui attaquent, pourquoi cette famille se retrouve comme ça au centre du jeu, pas s'apesantir là-dessus. Moi, j'ai été plutôt séduit par ça. Donc, c'est pas un film très très connu, hein, puisque on est vraiment plutôt dans un petit film. C'est pour ça que je tenais aussi à en parler aux jeunes, parce que c'est l'occasion aussi de faire découvrir. Et c'est un film belge, donc ça c'est aussi à mentionner parce qu'on a toujours ces caricatures de films qui se passent forcément en Belgique dans un contexte social. Ben non, ici on a vraiment un film de guerre. Je pense que ça a été tourné au Liban et qui évoque la guerre civile en Syrie. D'accord. Est-ce que tu connais Philippe Van Leeuw pour d'autres œuvres? Pas du tout, je n'ai vu que ça de lui. C'est son deuxième film, voilà. Il avait sorti Le jour où Dieu est parti en voyage, que je connais pas. Et puis apparemment, il a sorti un autre film en 2023 qui s'appelle The Wall, qui passe aux États-Unis. Mais je n'en dirai pas plus puisque je dois reconnaître que je n'ai pas vu et que je ne connais pas. D'accord. Non, ça ne me dit rien du tout. Alors ici, donc dans Une famille syrienne, on était dans une guerre qu'on ne voit pas totalement puisque voilà, on la devine surtout plus qu'autre chose. Enfin, au fur et à mesure du film, forcément, on aura l'occasion de voir certaines choses, mais on ne voit pas complètement la guerre. Est-ce que dans l'œuvre suivante, c'est une guerre un peu plus visible, Max? Elle est plus visible, mais elle est différente. Donc ici, avec l'œuvre Cassandra, c'est une série télévisée qu'on l'on peut trouver sur Netflix. C'est de Benjamin Goethe. Et alors ici, pour entièrement l'apprécier, il faudrait idéalement parler allemand. Donc ça se passe en Allemagne, mais c'est fort heureusement sous-titré. Il s'agit ici d'une guerre domestique qui est aussi mixée avec il y a aussi une touche de science-fiction dedans, mais on est bien dans le monde d'aujourd'hui, on est aux alentours du 2024-2025. Et on va suivre une famille de 4, c'est la famille Prill, qui va s'installer dans une maison connectée, intelligente, mais qui a été abandonnée depuis presque 40-50 ans. Ça se trouve en Allemagne, un petit peu en dehors de la ville. Il ne nous indique pas exactement quelle est la zone. Et c'est une maison qui est équipée avec donc une intelligence artificielle qui s'appelle Cassandra. Et cette intelligence artificielle a été développée dans les années 70. Les enfants sont très curieux, donc ils découvrent une maison assez poussiéreuse. Ils vont à la cave et ils découvrent ce qu'on peut imaginer comme étant les ordinateurs de l'époque. Donc, au lieu d'avoir un ordinateur qui tient sur une table, on a ici quelque chose qui fait 5-6 armoires avec des boutons, des lumières partout. Et un des enfants qui est plutôt intéressé par l'électronique parvient à rallumer tout ce système
qui en fait est présent dans toutes les pièces. Donc on va voir quand on passe d'une pièce à l'autre, il y a chaque fois un écran qui est là, donc avec lequel on peut interagir, et on ne voit en fait qu'un visage, le visage de Cassandra, une sorte de, on pourrait imaginer ça comme un visage d'un Sims. Donc si tu connais, qui a des expressions faciales pas super rapides, mais qui parvient à se faire comprendre, qui parfois lève les yeux, sourit, a un côté un peu sournois. On retrouve ces écrans dans toutes les pièces de la maison. En plus, fait qu'il y a aussi un robot, une sorte d'humanoïde sur roulette qui va passer d'une pièce à l'autre et qui parvient à exécuter certaines tâches. Donc, préparer à manger, passer l'aspirateur, couper l'herbe, des petites tâches du quotidien. On va rapidement comprendre pourquoi cette maison a été laissée à l'abandon. Donc, il s'agissait en fait d'un riche propriétaire d'une entreprise technologique qui vivait avec sa famille. Et suite à un drame, il apparaît qu'il a décidé de faire passer la conscience de sa femme dans ce robot Cassandra. Donc, le robot a maintenant la personnalité de sa femme décédée. Mais ce robot revient à la vie donc dans les années 2020-2025 et va essayer de reprendre la mainmise sur ce nouveau foyer. Donc, elle va directement prendre en grippe, si on peut dire, la mère de famille. Elle va tout faire pour lui saboter la vie. Cette même mère de famille qui vit un moment assez difficile, qui vient de perdre sa sœur. Ils vivaient tous ensemble en ville. Elle l'avait recueillie parce qu'elle se sentait pas très bien d'un point de vue psychologique. Malheureusement, elle s'est donné la mort, cette sœur. Et donc, pour passer à autre chose, pour essayer de repartir de zéro, il décide de passer plus ou moins à la campagne, de vivre, de recommencer tous ensemble dans un nouvel environnement. Mais malheureusement, il y a donc cette intelligence artificielle qui la prend en grippe directement et qui va jouer de manière très sournoise et essayer de manipuler toute la famille pour en fait les monter les uns contre les autres, surtout contre, et apporter une certaine tension contre la mère de famille. Donc la faire passer pour une folle, lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dit, l'accuser d'avoir mis le feu en partie à la maison. Il y a plein de choses de ce genre-là. Cette mère de famille, malheureusement, elle se sent rapidement isolée parce que le robot Cassandra parvient à créer des amitiés et des relations assez fortes avec les autres membres de la famille, étant donné qu'elle est présente dans toutes les pièces, qu'elle entend les petits secrets, qu'elle les conseille d'une bonne manière et qu'à chaque fois, elle essaye de suggérer que c'est peut-être la faute des parents ou de la mère si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Donc, il y a ce jeu de manipulation très pervers qui a lieu aussi, avec les choses escaladent assez rapidement à plusieurs moments, donc c'est par cycle. Donc, on va avoir une tension qui escalade jusqu'à un certain pic, un certain climax. Ça se calme, on décide par exemple de débrancher le robot, puis on se rend compte que la petite fille qui a du mal notamment à se faire des amis à l'école pourrait quand même utiliser ce support moral et cette amie à la maison. On décide de rallumer le robot. La mère, par un moment de faiblesse et pour montrer qu'elle est de bonne volonté, va décider après une nouvelle dispute ou un nouvel événement, de rallumer ce robot à nouveau. Donc, il y a un côté syndrome de Stockholm aussi qu'on note. Donc, ça reste intéressant de voir cette approche aussi de la technologie qui s'immisce dans nos vies et qui va essayer de nous séparer ou d'apporter ce genre de chaos dans les relations. Et donc, les dangers potentiels de cette technologie, et ça perturbe une harmonie familiale qui était déjà très frileuse, très instable, et ça mène à presque une guerre domestique, surtout entre cette mère de famille et le robot. La série doit avoir une dizaine d'épisodes. Je suis pas encore arrivé à la fin, j'en ai vu 7 ou 8. C'est pas mal réalisé. Je trouve que c'est assez original, ça se laisse regarder. Je pourrais le conseiller. Moi, j'ai entendu parler de cette série. Bon, si tu m'excuseras, mais malheureusement, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, donc ça, c'est pas le genre de choses que j'aurais envie de voir. En revanche, là où j'en ai vraiment entendu parler, c'est parce qu'il y a une chanson de Nana Mouskouri dedans, qui du coup est en train de revenir complètement au goût du jour, un peu comme ce qu'on avait connu avec le Running Up That Hill de Kate Bush et Stranger Things. Là. Eh bien, ici, on a la même chose, c'est tout d'un coup des jeunes qui commencent à écouter Nana Mouskouri à cause d'une chanson qui est reprise dans la série, mais je ne sais même pas si ça t'évoque quelque chose. Guten Morgen Sonnenschein. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est assez spécial. Donc, comme je disais, ça va par cycle où on décide plusieurs fois de brancher, débrancher cette machine. Et à chaque fois, cette machine dit au revoir d'une manière assez dramatique, presque théâtrale. Donc, le matin, elle va réveiller les différents habitants de cette maison avec cette chanson.
qui Mhm. au départ passe bien et qui après tape sur les nerfs de la mère de famille assez rapidement, comme on peut imaginer. Pour dire adieu, elle va aussi, je pense, chanter cela. Et donc, tout le monde la regarde comme s'il s'agissait d'un concert avec une certaine révérence. C'est même parfois un peu loufoque. La mère n'ose pas intervenir. On voit un certain malaise, mais elle essaye de se retenir et de ne pas intervenir. Donc, elle doit aussi subir ce genre de sarcasme de cette machine qui est sur le point de s'éteindre et qui chante cette chanson de Nana Mouskouri. C'est en allemand. Je ne sais pas si la chanson Ouais. originale est en allemand. Non, apparemment c'est une adaptation d'une chanson française de Quand tu chantes, si j'ai bien lu. D'accord. Et donc, oui, c'est assez spécial. Rien que pour voir les différents faciès de ce robot, de ce Sims, qui apporte quelque chose à la série aussi. Donc, c'est fait expressément avec des graphismes des années 70-80, avec des mimiques, des expressions faciales assez spéciales. Et ça apporte aussi un certain cachet à la série. Donc, je dirais que c'est pas hardcore sci-fi. Imagine plutôt la vie de tous les jours avec des écrans dans toutes les pièces, mais des écrans qui sont un peu usagés, qui ont jauni, qui ont été jaunis par le soleil. Pas des interactions comme tu pourrais avoir avec ChatGPT ou Alexa, un peu plus évolué peut-être, et un robot lui-même humanoïde, un peu bricolé d'une certaine manière. Point de vue esthétique, il n'impressionne pas, mais il parvient à faire des tâches ménagères. Et donc, il y a une certaine conscience ou qui planifie, et qui joue avec les nerfs des habitants. Ça reste un beau moment de télévision, ouais, assez spécial. Et donc, c'est à trouver sur Netflix. C'est une production originale de Netflix. Alors, pour le suivant, tu voulais nous parler de Terrence Malick. Oui, moi c'est un réalisateur que j'aime bien. Mentionner peut-être qu'ici en fait il était revenu avec donc le film dont je vais parler s'appelle Une vie cachée ou Hidden Life en version originale. En fait entre 1973 et 2011, il a sorti en tout 5 films seulement. Et puis entre 2012 et 2019, il a sorti de nouveau 5 films. Alors c'était plutôt un réalisateur, je pense, qui était apprécié par la critique jusqu'au moment où tout d'un coup, comme ça, il en sort beaucoup. Et là, il n'était plus trop suivi, on va dire. En revanche, avec Une vie cachée, voilà, disons que la critique a été un peu moins sévère, on va dire, sans doute parce que le film était mieux, un peu plus abouti. Alors, on est ici en fait en 1938 et on est en fait une famille, donc et en particulier un homme, Franz, qui vit en Autriche. Il est fermier et on est dans un petit village. Alors lui, il aime beaucoup la nature, les saisons qui défilent et plutôt en communion comme ça, une vie très très calme. Et bon, on est en 1938, donc Hitler arrive au pouvoir. Ben, on sait bien ce qu'il arrive de l'Autriche et il va finalement être, comme tous les hommes en fait du village, réquisitionné par les nazis pour combattre. Sauf que lui, il refuse de s'y soumettre. Il refuse c'est justement où il refuse en fait de lever le bras et de crier le Heil Hitler. À partir de là, en fait, ça va commencer pour lui, les ennuis vont commencer. Il va être emprisonné, ce qui va dire qu'il va abandonner aussi sa femme et il va toujours se tenir en fait à sa ligne parce que il ne peut pas se résoudre en fait à approuver le mal et donc en restant fidèle à ses valeurs, ben, il va rester comme ça en prison, subir des tortures, etc., etc. Alors, ce Franz Jagerstatter, en fait, est une figure réelle. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a été béatifié par le pape Benoît XVI en 2007. Alors, on est c'est Terrence Malick. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on a toujours sa même approche où la spiritualité compte beaucoup. On a comme ça des moments parlés donc avec une voix off et donc une voix off sur un long travelling, par exemple. Tout est filmé en fait à la lumière naturelle aussi. Donc là, moi je trouve la photographie toujours superbe hein, chez Malik et voilà, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Il y a une approche pleine de lyrisme. Donc on retrouve vraiment tous les codes de Malik. Le seul reproche que j'ai vraiment pour ce film, c'est sa longueur, qui fait quasiment 3 heures. Et en toute franchise, à mon avis, je pense que c'est 1 heure de trop, ce qui est quand même un peu beaucoup. Donc on finit un peu par s'ennuyer, ce qui est dommage parce que il y a une vraie histoire. Hein, suivre ce personnage, c'est quelque chose d'intéressant. Et l'approche, comme je disais, moi, j'y suis toujours, je fais plutôt partie des fans. Mais ici, malheureusement, c'est quand même. D'accord, oui, avec un casting qui ne me dit rien du tout. Est-ce que tu connaissais quelques acteurs? Alors non, donc l'acteur principal c'est August Diel. Bon, le film est en allemand. Enfin, je sais plus si c'est en allemand en fait après tout. Mais oui, je pense que lui c'est un. J'ai peur de dire des bêtises, je l'ai pas vu récemment. Mais non, moi c'était pas un auteur que je connaissais. Par contre, il y a Matthias Schoenaerts qui a un petit rôle. Mais bon, Oui.
particulièrement. Enfin, en préparant le podcast que je m'en suis rendu compte parce que je dois reconnaître que je ne me souvenais pas de lui. Moi, je me souvenais évidemment de l'acteur principal, de sa femme, pas trop de là. Et on voit aussi d'ailleurs tous les. En fait, donc lui, en fait, refuse de se soumettre comme ça aux nazis. Du coup, sa femme même doit subir toute l'opprobre du village qui ne comprennent pas que pourquoi est-ce qu'il continue à s'obstiner comme ça. Ben, il faut faire avec, etc. Et donc, c'est presque une histoire de résistance, mais une résistance complètement solitaire. D'accord. Peut-être en couple d'ailleurs, non? Vu que Oui, sa ben, femme elle-même résiste. elle le comprend, mais surtout elle subit en fait ses choix à lui, mais D'accord. disons que malgré tout, du coup, il la verra plus du tout, et pourtant il reste très amoureux de sa femme. Donc voilà, c'est on voit à quel point il est, enfin, il est finalement presque dans un dilemme permanent en fait. Hein. Il doit abandonner sa femme, il doit subir comme ça. Toutes en fait, on ne veut même plus lui adresser la parole ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est très très dur pour elle aussi, quoi. Oui, ok. Et d'ailleurs, tu parlais de Terrence Malick. Qu'as-tu vu à part Tree of Life? Qu'est-ce que tu pourrais recommander? Moi, vraiment, j'ai vu les Moissons du ciel, évidemment, bon, ça c'est déjà un film beaucoup plus vieux, mais pour moi, le Nouveau Monde, là, de New World, qui raconte en fait, c'est l'histoire de Pocahontas, en fait, donc Disney après en a fait un film pour les enfants. Au départ, Pocahontas, c'est une vraie histoire. J'espère que j'en ai pas déjà parlé ici. Mais moi, c'est mon premier contact avec Malik et ce côté fusion avec la nature, un côté lent, volontairement assumé. Moi, les longs travelling, justement, moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, même s'il a peut-être tendance à en abuser parfois. Et moi, cette manière de filmer me plaît vraiment beaucoup. Bon, alors, Tree of Life, j'avais bien aimé, mais là, je dois reconnaître que j'ai pas beaucoup de choses qui m'avaient échappé, en fait, pour le reconnaître. Mais le style, en tout cas, me plaît vraiment beaucoup. D'accord. Je ne me souvenais pas que New World, ça datait de 2005. Mhm. Je Et alors, vois. dans tous ces films récents, en fait, je n'en ai vu aucun à part Une vie cachée, qu'il était question ici. D'accord. Et d'ailleurs, juste pour mentionner, tu parlais de Pocahontas de Disney. J'ai entendu que le nouveau Blanche-Neige, c'est catastrophe. Il Que paraît, ouais. les critiques ne sont pas bonnes du tout. Ouais, il paraît. Et on se pose des questions, pourquoi avoir essayé de faire un remake d'un film qui avait en fait lancé un peu la franchise Disney dans tout ce qui est cartoon. Parce que c'est la Euh, crise chez Disney et qu'on ne sait pas quoi faire. En fait, ils sont complètement en panne créatrice. Et donc, on essaie de recycler comme ça des grands succès. Et le problème là, c'est que même si ça ne marche plus, que vont-ils faire? Problème de riche, comme on dit. Problème du Mais sauf que là, oui, premier mais ce problème de Flashpoint. riche, sauf que le problème, c'est que quand on engage des dizaines de millions de dollars dans un film et qu'on n'arrive pas à le rentabiliser, on n'est plus très riche à la fin. Oui, c'est vrai. Ouais, ça arrive. Hein. Et alors, pour parler peut-être d'un autre succès, donc on a parlé pas mal de plans séquences aujourd'hui. On a commencé avec un plan séquence et on pourrait terminer avec ça. Alors, il y a une série qui est vraiment sur tous les claviers de recherche. Genre, on va dire toutes les lèvres, mais on parle plutôt de recherche en ligne même ou via sa télécommande. Et là, il s'agit de la série Adolescence. C'est une mini-série qui a été créée par Jack Thorne et Stephen Graham. C'est sorti en fait le 13 mars apparemment, donc ça fait à peine une semaine, plus ou moins 10 jours que c'est sorti. Et on va retrouver dans un des rôles principaux aussi également Stephen Graham, qui est un acteur que j'ai vu dans deux, trois autres séries, mais qui à chaque fois parvient à sortir son épingle du jeu. Donc, je me souviens l'avoir vu dans Boardwalk Empire. Il joue, c'est un film, c'est une série qui est plutôt autour d'un milieu mafieux. Il joue le rôle d'Al Capone. Au départ, il est un aide assez simple dans cette série, puis il parvient à grimper les échelons. Alors, pour revenir sur la série qui nous occupe maintenant, donc, surtout tirée par Stephen Graham et Owen Cooper, très jeune acteur, c'est son premier rôle à l'écran. Et on va suivre l'histoire d'un jeune adolescent de 13 ans, même si il donne l'impression d'être même un peu plus jeune que ça, c'est peut-être simplement son look, et qui est accusé de meurtre. Donc ça, on va le comprendre dès le départ. La toute première scène, on suit deux policiers qui attendent, ils donnent l'impression de faire le guet. Ils attendent dans une petite rue de banlieue en Angleterre. Ils attendent un signal et puis tout le convoi se met en route et vont, comment dire, forcer l'entrée d'une petite maison de banlieue, monter jusqu'à l'étage et arrêter ce jeune garçon qui est encore à moitié endormi, l'emmener au poste. Et il est accusé en fait d'avoir tué une collègue de classe. À partir de là, on va donc essayer de... Et tout se fait, je parlais donc de plan séquence, il est important de dire qu'on va suivre cette série sur 4 épisodes. Chaque épisode est sur un plan séquence de 50 ou presque 60 minutes.
Donc c'est évidemment toujours un exercice de style assez compliqué. Avec cette première scène, il faut bien imaginer qu'on va suivre, je pense, 5 ou 10 combis de police. Donc c'est déjà toute une affaire de pouvoir coordonner ces combis de police, les amener dans la maison, casser la porte, monter à l'étage. Il y a énormément de monde dans une maison très étroite. Il faut imaginer les petites maisons anglaises presque de rangées avec des escaliers très étroits, les forces de police, les forces d'intervention qui montent à l'étage, les interventions des parents qui essayent un peu de se mettre comme obstacle ou de ralentir les choses, et cette caméra qui parvient à suivre, qui reste stable, avec des dialogues on parvient à parfaitement comprendre, entendre, malgré le chaos. Donc c'est un bel exercice. Donc, suite à cette arrestation, on va donc comprendre un petit peu tout ce qui est niveau de l'investigation sur ce jeune homme, essayer de découvrir les faits, ce qu'on lui reproche, avec le père qui est choisi directement comme étant personne de confiance, ou la personne qui sera présente aux différentes étapes, donc les tests sanguins, la prise de différents éléments d'ADN, les empreintes, les fouilles corporelle complète, qui devra être présent à toutes ces étapes très humiliantes qui sont faites à son fils, qui clame son innocence. On apprend assez rapidement plus de choses sur l'affaire, donc je n'ai pas envie de spoiler. Et ça reste assez émotionnel à plusieurs moments de la série, parce qu'on va voir ce premier épisode qui est concentré sur l'arrestation, un deuxième qui est plutôt basé sur un épisode à l'école où il va interviewer plusieurs de ses camarades, des professeurs, des visites dans différentes classes, avec à chaque fois un tout qui est filmé en plan séquence, des interactions avec les élèves, un passage d'une classe à l'autre, et c'est extrêmement fluide. Donc ça, je l'ai aussi entendu par hasard. On parlait justement de Duke Daye et de son opinion sur la série. Tout est fait de manière très fluide. Il n'y a pas de scènes de trop, ça c'est mon point de vue. Il y a des scènes de course-poursuite entre un policier et un élève qui a notamment, par exemple, des informations cruciales sur l'enquête. Ça se fait à travers plusieurs rues, à travers l'école, au-dessus d'un mur, il ne faut pas se rater. Et puis un troisième épisode qui marque, c'est un huis clos. Donc on va avoir la psychologue qui suivait cet élève. Donc il était déjà en contact avec cette psychologue depuis quelque temps. C'est ce qu'on nous suggère. Et ils vont être à huis clos dans une pièce et discuter pendant 50 minutes plus ou moins, avec à chaque fois des roller coasters émotionnels. Donc au début, on commence de manière assez douce, elle lui apporter un chocolat chaud avec un peu de guimauve. On commence sur de bons termes. Mais elle doit essayer de pouvoir débloquer cette situation, comprendre ses motifs, essayer peut-être d'obtenir certains détails sur l'affaire, sur ce qu'il s'est passé. C'est très intense, c'est un dialogue c'est une histoire assez intense, avec des moments de pause où elle-même quitte la salle pour souffler, pour prendre un café. Elle revient dans l'arène. Et il y a une violence verbale, donc on va aussi suivre cela, avec elle-même qui est parfois choquée par le niveau de la virulence des échanges. Donc ça, c'est pour le début de la série. On va avoir un quatrième épisode qui va boucler le tout, qui est plus émotionnel. On est 13 mois après les faits. On va comprendre où se trouvent les différents personnages, l'évolution après ces quelques mois. On essaie de retrouver une vie normale, même si les choses ne sont pas si faciles. Une partie intéressante, c'est la manière, je trouve, il est possible de trouver pas mal de photos là-dessus, la manière dont les scènes en voiture ont été filmées. Donc, il va y avoir un épisode sur un moment sur un van qui a été vandalisé. L'idée de passer au bricot local pour essayer d'acheter un peu de peinture. Et la scène dans la voiture avec une famille qui essaie de se retrouver, de discuter un peu des choses du quotidien lors de l'anniversaire du père qui souffre très fort de cette situation, qui est fort empreint, donc Stephen Graham. Ça reste émotionnel avec des parents qui vont aussi discuter et avoir une sorte de tête-à-tête pour essayer de comprendre leur part de responsabilité dans l'affaire, qui essayent de se convaincre qu'ils ont fait de leur mieux, mais que le fils qu'ils ont donné la vie découle d'eux d'une certaine manière, donc ils se sentent aussi coupables. Et on voit que Stephen Graham donne tout ce qu'il a dans ces différentes scènes. Il est brisé, possible de ne pas pouvoir avoir un anniversaire comme il le souhaiterait,
Ça reste aussi émotionnel. Le tout a été quand même très bien réalisé. Peut-être un point négatif des plans séquences, c'est le fait de ne pas pouvoir reprendre son souffle et donc de ne peut-être pas être aussi marqué par les dialogues que s'il y avait une petite coupure entre différentes scènes. On est sans cesse bombardé par des dialogues. On n'a parfois peut-être pas le temps de se poser les questions, de réfléchir, d'avoir une réflexion sur ce qui vient de se dire. Les moments cultes n'arrivent que s'il y a un moment de silence ou d'observation dans la scène. Pour le reste, on passe vraiment d'un plan à l'autre sans pause. Donc, c'est peut-être un point négatif sur le plan séquence, mais ça reste fantastique d'un point de vue de la réalisation. C'est une vraie chorégraphie. On en parlait juste avant l'enregistrement. C'est vraiment une histoire de chorégraphie, magnifiquement réalisée, avec la caméra qu'on ne soupçonne jamais. Malgré tout, j'ai lu qu'il y a peut-être un moment où on peut un petit peu la soupçonner sur 4 heures d'enregistrement. Ça reste un bel effort technique aussi. Eh bien, avec cette série sortie il y a quelques jours et Cassandra qui est sortie aussi en 2025, donc il y a vraiment un peu de temps. C'est particulièrement à la page, hein, en fait. Ah oui, c'est un épisode. Pardon, c'est pas un mauvais mois, je pense le mois de mars. Il y a quelques sorties intéressantes. Citer parce qu'on parle de Stephen Graham, qui est vraiment un acteur que j'apprécie. Il avait joué un beau rôle juste pour alors citer, c'était aussi une mini-série intéressante dont j'avais parlé il y a 1 an. Il avait joué dans la série Bodies. C'était 8 épisodes, une mini-série britannique à nouveau, où on va suivre l'action sur différents siècles, entre 1890 et 2050. On va avoir 4 détectives qui vont investiguer le même meurtre dans la même rue à différentes époques, et ce sont des meurtres qui sont liés. Évidemment, il s'agit chaque fois de la même personne qui a été tuée, qui a un côté évidemment science-fiction, et lui-même joue un des rôles principaux là-dedans. C'est l'homme qui est lié à travers les 4 époques. C'est assez intéressant avec un beau casting aussi, quelques acteurs très intéressants. Il faudra voir, le temps nous dira si cette série sera... Pour l'instant, on en parle partout. C'est au numéro 1 dans 71 pays. Il faudra voir si elle tiendra le coup d'ici la prochaine saison des prix, dans 1 an plus ou moins. Je pense qu'il y a un bon avenir aussi pour les différents acteurs. Très bien. Donc, mais pour cet épisode sur la guerre, on a ouvert pas mal d'œuvres très intéressantes. Certaines sont récentes, comme on le disait. Alors, on vous souhaite une écoute en paix et aussi peu de conflits que possible jusqu'au prochain épisode. Donc, à la prochaine. Max. Merci Tim. Salut. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.